Bonjour à tous, Apple a tenu un keynote spécial le 12 septembre dernier pour présenter son dernier vaisseau amiral, le bizarrement nommé iPhone XS. Il m'accompagne depuis maintenant 2 mois et le moment est venu de dresser un bilan complet de l'opération. Mais avant d'aller plus loin, sans doute est-il préférable de commencer par remettre les choses dans leur contexte. Votre humble serviteur n'a absolument rien d'un fanboy et en réalité, même si j'ai utilisé pendant quelques temps l'iPhone 3G, j'ai très vite migré sur un Xperia Z1 à sa sortie. Alors pourquoi avoir fait ce switch? Tout simplement parce que la taille de la diagonale de l'iPhone 3G ne me plaisait pas, elle n'était pas suffisante pour mon usage. À l'époque, je consommais déjà beaucoup de vidéos et je me suis donc tout naturellement orienté vers le téléphone de Sony à sa sortie. Depuis, eh bien, je suis resté sur Android en faisant quelques brèves incursions du côté de BlackBerry OS ou même de Windows Phone. Ça n'a pas duré longtemps. Et du coup, finalement, la plupart des téléphones que j'utilise à l'heure actuelle fonctionnent sous la plateforme de Google. Alors si j'ai acheté un iPhone XS, ce n'est absolument pas par conviction, mais tout simplement parce que j'avais besoin d'un terminal sous iOS afin de pouvoir comparer les deux grands écosystèmes du marché, à savoir Android d'un côté et puis bien sûr iOS de l'autre. Voilà, maintenant que tout est clair, on va pouvoir passer aux choses sérieuses et attaquer avec ce test. Dans cette vidéo, on va aller assez loin, elle va être assez longue. On va commencer par revenir sur le design et l'ergonomie du téléphone et puis ensuite on enchaînera avec son écran, son processeur, son autonomie pour évoquer la partie photo et vidéo. Et puis bien sûr, on terminera avec les fonctions propres à la plateforme. Et j'essaierai de vous faire un petit point sur mon ressenti par rapport à ce nouveau Switch. Et je vous rassure, ce Switch n'a rien de définitif, je ne compte absolument pas tourner le dos à Android, bien au contraire. Alors comme son nom l'indique, l'iPhone XS est un modèle intermédiaire et ça veut dire aussi que si vous avez un iPhone X, vous n'avez pas grand intérêt à regarder cette partie de la vidéo et je vous invite donc à sauter et à passer directement à la séquence qui parle de l'écran, du processeur et de l'autonomie de l'appareil. L'iPhone XS ne marque pas de réelle différence avec les autres flagships du marché. Tout comme la plupart des appareils haut de gamme actuels, le terminal est donc doté d'un boîtier composé de 2 plaques en verre et d'une armature métallique. Ici, Apple a opté pour de l'acier inoxydable afin de renforcer la résistance de son téléphone. Toujours dans le même esprit, la marque a également fait certifier son téléphone IP68 et ce dernier ne montrera donc aucune faiblesse face aux éclaboussures ou même à la poussière. En réalité, il sera même possible de l'immerger dans l'eau à 2 mètres de profondeur pendant une demi-heure. L'iPhone XS se décline en 3 modèles et il est possible de le prendre en blanc, en or ou en gris sidéral. En ce qui me concerne, c'est cette dernière version qui m'a le plus tapé dans l'œil et il faut bien l'avouer, le résultat est vraiment sympathique, avec des finitions franchement irréprochables. L'écran, pour commencer, est très impressionnant. La dalle est encadrée par de fines bordures et l'appareil est dépourvu de menton sous l'écran. En revanche, la partie supérieure de la dalle est coupée par une large encoche. Alors je ne vous cache pas que cette fameuse encoche m'a pas mal dérangé au début. C'est vrai que c'est assez agaçant de se retrouver avec une partie noircie sur la droite ou la gauche lorsque vous regardez une vidéo, mais au final, sa présence me choque moins que sur les appareils sous Android. Car en effet, l'encoche de l'iPhone XS n'est pas là pour faire joli, ce n'est pas non plus un clin d'œil à l'identité visuelle d'une autre marque. En réalité, cette encoche, elle est utilisée de façon fonctionnelle pour loger tous les capteurs composant le module TrueDepth, un module qui participe pour beaucoup à la précision et aux performances de Face ID. Du coup, sans cette fameuse notch, l'iPhone XS ne serait pas en mesure de proposer une reconnaissance faciale aussi efficace. Alors pour le reste, l'ergonomie est assez basique. L'interrupteur permettant de basculer le téléphone en mode silence répond toujours à l'appel et il se trouve sur la tranche gauche, au-dessus des touches de volume. Le bouton de mise sous tension est de l'autre côté, il est suffisamment large pour tomber naturellement sous le pouce. Si Apple a opté pour un bouton aussi voyant, aussi imposant, c'est avant tout parce que ce dernier occupe une place centrale dans la navigation au sein de la plateforme.
En effet, un appui prolongé nous permettra d'activer Siri et un appui double aura pour effet de mettre en route Apple Pay et de déclencher le processus d'identification. Le connecteur Lightning répond toujours à l'appel, il se trouve sur la tranche inférieure, encadré par deux grilles malheureusement décentrées. C'est un peu bizarre, mais la grille de gauche s'étend en effet moins loin et elle est coupée par l'antenne du terminal. Pour une entreprise réputée méticuleuse, cela jure un peu. Puisqu'on parle de connecteur, il faut rappeler que sur sa dernière tablette tactile professionnelle, Apple a choisi de troquer le sempiternel connecteur Lightning au profit d'un port au format USB Type-C. Et du coup, on peut évidemment se demander si ce nouveau format ne finira pas par arriver aussi sur les téléphones de la firme. La trappe d'accès à la carte nano SIM se trouve sur la tranche de droite, sous le bouton de mise sous tension. Si cette dernière comporte un seul emplacement, Apple a tout de même intégré à son téléphone une carte eSIM afin de lui permettre d'accéder à une seconde ligne. Toutefois, nos opérateurs ne supportent pas encore cette technologie et il faudra donc attendre qu'ils fassent le nécessaire de leur côté afin de pouvoir configurer la seconde ligne sur l'appareil. Le module photo ne change ni de place ni d'apparence. Il est toujours dans le coin supérieur gauche de la plaque arrière et il regroupe deux capteurs montés sur un axe vertical. Le flash, quant à lui, est placé entre les deux optiques. Et là, on a un deuxième problème. Le module en question ressort en effet de la plaque arrière et le résultat est assez disgracieux. Pire, cette protubérance aura tant plus pour effet de rendre le téléphone légèrement bancal une fois posé sur une surface plane. Fort heureusement, il suffira d'investir dans une coque de protection pour corriger le problème. Alors l'appréhension est plutôt bonne, c'est vrai. Maintenant, je ne vous cache pas que l'iPhone XS m'avait un peu déçu lorsque je l'avais sorti de sa boîte en raison de ses dimensions. Voilà, moi je suis habitué à des téléphones avec de grands écrans et là pour le coup, me retrouver sur une dalle de 5,8 pouces, ça faisait un petit peu bizarre et pendant un moment, je me suis même demandé si je n'aurais pas mieux fait de m'orienter vers un iPhone XS Max. Et puis le hasard faisant bien les choses, j'ai eu l'occasion de prendre en main pendant quelques minutes cet appareil et là je me suis rendu compte de quelque chose de complètement dingue, à savoir que l'interface de la plateforme, donc d'iOS, n'est pas du tout optimisée pour la diagonale de l'iPhone XS Max. En gros, les deux téléphones afficheront la même quantité d'informations à l'écran et la seule différence se fera au niveau de la taille des visuels. Pour partir d'un exemple simple, vous ne pourrez pas afficher plus de raccourcis à l'écran sur l'iPhone XS Max malgré la taille de sa diagonale. Alors pour moi, c'est complètement dingue et encore plus pour une entreprise comme Apple qui a toujours mis l'ergonomie de ses produits en avant. Maintenant que les présentations sont faites, le moment est venu de passer aux choses sérieuses et de nous pencher sur l'écran, le processeur, l'autonomie et le modem de l'iPhone XS. L'iPhone XS est équipé d'un écran de type OLED, un écran qui atteint les 5,8 pouces de diagonale et qui est capable d'afficher une résolution en 2436 par 1125 avec une densité de pixels de 458 ppp et un ZES de HDR en prime. Alors bien sûr, toutes les technos habituelles sont présentes, comme le True Tone, qui calibrera l'écran en fonction de la luminosité ambiante, ou encore le support du DCI P3. Et ça marche très bien. La dalle de l'iPhone XS est en effet remarquable et il s'agit clairement de l'un des plus bels écrans qui me soit passé sous les yeux dernièrement. La colorimétrie tombe juste et le terminal est en plus capable d'afficher des images très contrastées. C'est un vrai régal pour les yeux et encore plus dans un cadre multimédia. Regarder des films ou des séries sur l'appareil est un véritable bonheur. Rien à dire non plus sur la couche tactile, elle est très réactive et une simple caresse sur la dalle suffit à interagir avec la plateforme. Cerise sur le gâteau, Apple a en plus appliqué un traitement oléophobique sur la vitre et cela fonctionne une fois de plus vraiment bien. L'encoche, j'en ai déjà parlé, elle est assez frustrante pour sa part. Sur YouTube, par exemple, on se retrouve avec un large bandeau noir sur la gauche ou sur la droite, et clairement, cela peut s'avérer très gênant sur certains contenus. La seule solution consistera à ne pas étirer l'image affichée, mais on se retrouvera alors avec de larges bandes sur les côtés. Côté pros, l'iPhone XS est animé par une puce A12 Bionic, couplée à un processeur neuronal de dernière génération. Alors forcément, durant la conférence de presse, la marque n'a pas manqué de qualificatifs pour vanter les mérites de sa puce et il faut avouer que c'est totalement mérité. L'iPhone XS est un véritable monstre de ce côté-là et je ne l'ai pas pris en défaut une seule fois durant ces 2 mois passés en sa compagnie. Que ce soit dans la vie de tous les jours, en jeu ou sur des traitements lourds comme le montage vidéo, le terminal n'a pas montré le moindre signe de faiblesse.
La chauffe est également maîtrisée et on n'a aucune mauvaise surprise de ce côté-là. Même en filmant en 4K à 60 images par seconde, le terminal reste frais en toutes circonstances. Alors vous le savez sans doute, mais les benchmarks ne sont vraiment pas mon truc. C'est très facile de les berner et plusieurs constructeurs ont été pris la main dans le sac ces dernières années. Maintenant, j'ai quand même fait tourner AnTuTu sur l'iPhone XS et l'appareil a obtenu un score de 373 000 points. Ce qui est complètement dingue, on est bien d'accord. Alors vous le savez sans doute, mais les iPhones sont connus pour leur autonomie, disons un peu limitée. J'avais du coup très peur de ce côté-là, mais finalement l'iPhone XS s'en est plutôt bien sorti. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le bilan n'est effectivement pas aussi catastrophique que ça. Alors c'est vrai, l'autonomie de l'iPhone XS est bien loin d'égaler celle d'un OnePlus 6T ou même d'un Vivo Nexus, mais le terminal pourra tout de même tenir une journée complète avec une seule charge pour une utilisation mixte et raisonnable. En faisant attention, on pourrait espérer gagner quelques heures en plus, mais il faudra baisser la luminosité de la dalle et éviter soigneusement les jeux ou les vidéos. Apple propose bien entendu un mode d'économie d'énergie, et une fois activé, il réduira la cadence du processeur et il désactivera les services inutiles. Je l'ai trouvé plutôt efficace et il m'a sauvé la mise plus d'une fois. L'iPhone XS est également compatible avec la charge rapide. Sur le site, Apple annonce 50% de charge en 30 minutes. Dans les faits, ce sera uniquement possible avec un chargeur de 30 watts et donc avec un chargeur qui est proposé en option à 55 €. Car en effet, le téléphone est livré pour sa part avec un chargeur de 5 watts, le minimum syndical. En utilisant cet accessoire, il faudra ainsi compter 2 heures pour recharger le téléphone. Moralité, si vous voulez vraiment profiter de la charge rapide de votre téléphone, alors vous devrez de nouveau sortir la carte bleue. Alors, je n'avais déjà parlé lors de ma prise en main, mais pour moi, cette manière de faire n'est pas du tout honnête. Apple, on le sait, s'est toujours donné une image de marque de luxe, ce qui justifie en partie les prix de vente de ces appareils. Alors moi, je n'ai rien contre cette stratégie, c'est un choix de l'entreprise, il faut le respecter et faire avec. Mais ce que semble oublier Tim Cook et ses associés, c'est que le luxe, ça ne se limite pas à proposer des produits à des prix prohibitifs. Derrière, c'est aussi une question de service, et de ce côté-là, pour moi, le contrat n'est clairement pas rempli. Entre ce chargeur et l'absence d'adaptateur Lightning Jack, on a vraiment l'impression qu'Apple se fiche de nous, et ça, c'est un sentiment qui est très désagréable lorsqu'on achète un produit à plus de 1000 €. Mais l'iPhone XS a une autre particularité intéressante, il est compatible avec la charge rapide. Et attention, car pour une fois, Apple n'a pas opté pour un format propriétaire, et le téléphone intègre donc la technologie Qi, qui se prononce d'ailleurs Qi. Et ça, c'est plutôt sympa parce que du coup, le téléphone sera compatible avec la plupart des stations de charge du marché, et cela vaut même pour le Pixel Stand de Google. En revanche, si vous rechargez le téléphone par ce biais, alors il faudra vous montrer patient car la recharge sera beaucoup plus lente qu'avec le chargeur. Le bon côté de la chose en revanche, c'est que ce système fonctionnera même lorsque le téléphone sera glissé dans une coque. Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté, il y a donc une autre variable à prendre en compte dans l'équation, la vitesse du modem. Histoire de voir ce que celui de l'iPhone XS a dans le ventre, j'ai fait tourner à plusieurs reprises NPR sur le terminal pour calculer une moyenne. J'ai du coup obtenu un débit descendant de 115 mégabits par seconde et un débit ascendant de 7 mégabits par seconde avec une latence de 30 millisecondes et un score de 85% en navigation et de 88% en vidéo pour une note totale de 97 000 points. En revanche, en effectuant mes tests, j'ai aussi noté plusieurs décrochages francs ponctuels, comme si l'iPhone XS perdait subitement l'accès au réseau mobile. Il s'agit cependant sans doute d'un bug causé par la plateforme ou l'application. Apple, comme la plupart de ses concurrents, accorde une place importante à tout ce qui a trait à la photo et à la vidéo. L'iPhone XS ne déroge pas à la règle et on peut même dire qu'il excelle vraiment dans cet usage. L'iPhone XS embarque un module photo double composé de deux capteurs de 12 millions de pixels chacun. Le premier est couronné d'une optique ouvrant à 1.8 et le second d'un téléobjectif ouvrant à 2.4. Dans les deux cas, on trouve une stabilisation optique et le module est capable de proposer un zoom optique 2 fois. Toutes les technos habituelles sont présentes. Les optiques se composent ainsi de 6 éléments et le focus pixel répond présent pour une mise au point extrêmement rapide. En prime, on a aussi un filtre infrarouge hybride et un mode HDR intelligent capable de booster la dynamique de nos photos. Si l'offre reste sur le papier identique à celle de l'iPhone X, il faut tout de même noter que le dernier né des laboratoires de Cupertino est doté de capteurs un peu plus grands.
Il sera donc capable de récupérer davantage de lumière. N'ayant pas d'iPhone 10 en ma possession, je ne peux pas comparer les performances entre les deux modules, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que l'iPhone 10S est clairement l'un des meilleurs photophones qui me soit passé entre les mains. Il fait même jeu égal avec le Pixel 3 XL, il arrive même à obtenir de meilleurs résultats en termes de dynamique. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir mon test du Pixel 3 XL puisque la partie consacrée à la photo et à la vidéo montrait un comparatif entre les deux téléphones. Lorsque la lumière est là, l'iPhone 10S est capable de réaliser de véritables prouesses. Les images capturées par son module sont très piquées et elles bénéficient d'un niveau de détail élevé. La colorimétrie pour sa part tombe juste et elle correspond parfaitement à la réalité. Contrairement à d'autres marques, Apple n'a donc pas versé dans la saturation et c'est une bonne nouvelle pour les photographes les plus tatillons. Rien à dire non plus sur la dynamique, l'iPhone 10S peut récupérer un maximum d'infos dans les ombres et dans les hautes lumières. L'iPhone pour sa part est précis et il accroche très vite le sujet. Il est de ce fait capable de photographier des sujets en mouvement sans trop de difficultés. En temps normal, la qualité des photos des téléphones a tendance à s'écrouler en intérieur ou en conditions de basse luminosité. Mais ce n'est pas le cas avec l'iPhone 10S. La montée en sensibilité est bien maîtrisée et les algorithmes de traitement développés par Apple limiteront l'apparition des artefacts. La balance des blancs aura pour sa part tendance à tomber juste. Alors c'est vrai, l'iPhone 10S ne pourra pas non plus shooter dans le noir complet, mais ses performances restent tout de même très impressionnantes pour un smartphone. Apple semble une fois de plus avoir une confortable avance sur ses concurrents sur ce terrain-là. Comme 90% des appareils actuels, l'iPhone 10S propose un mode bokeh. Encore une fois, le rendu est vraiment magnifique et le terminal est ainsi capable de générer des flous d'arrière-plan à la fois chauds et soyeux. Le rendu est franchement impressionnant et cette photo de mon beau-frère en est un bon exemple. L'image a en effet été capturée sur le vif et alors que le sujet était en mouvement, mais cela n'a pas empêché l'iPhone de viser juste. Les effets d'éclairage sont sympathiques, mais ils ne sont pas assez nombreux à mon goût. Là, en revanche, la firme aurait pu aller un peu plus loin en s'inspirant davantage des techniques du portrait. Entre le butterfly, le loop ou même le Rembrandt, il y a en effet de quoi faire. Rien à dire sur les vidéos, le piqué est une fois de plus très marqué et on a droit en prime à une belle dynamique et à une colorimétrie juste. La stabilisation est pour sa part bluffante et l'iPhone 10S sera ainsi en mesure de supprimer la plupart de nos tremblements intempestifs. Attention cependant car pour obtenir un rendu cinématographique, il sera tout de même préférable d'investir dans un gimbal. L'application propose aussi deux modes de prise de vue supplémentaires pour réaliser des accélérés ou des ralentis. Et là, autant vous prévenir de suite, ils sont franchement inutiles. L'iPhone 10S étant de toute manière capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, il sera préférable d'activer ce mode et de réaliser ensuite ces ralentis en post-production pour obtenir un rendu vraiment pro. Même chose si vous voulez réaliser des accélérés, bien évidemment. L'outil utilisé pour les prises de vue est plutôt basique et même franchement incomplet. Par exemple, l'application ne propose aucun menu pour modifier le format d'enregistrement en vidéo. Si vous voulez changer la fréquence d'image, vous devrez donc vous rendre dans les paramètres de la plateforme. Difficile de faire moins logique. Même chose si l'application propose de nombreux filtres créatifs, entre guillemets, elle ne compte aucun profil de couleur flat. Et là, vraiment, Apple aurait dû faire un effort. Pour une boîte qui met souvent en avant les fonctions créatives de ses produits, ça jure vraiment. Fort heureusement, l'App Store propose des applications qui vont beaucoup plus loin et Filmic Pro en est un très bon exemple. Si l'outil est franchement cher, il coûte aux alentours de 18 € avec les différentes options et achats in-app, il a le mérite d'aller vraiment beaucoup plus loin que l'application embarquée à bord d'iOS. Et justement, l'outil en question intègre un profil de couleur flat, ce qui vous facilitera la vie pour l'étalonnage en post-production. Le son, lui, est franchement bon. L'iPhone 10S est équipé de deux haut-parleurs, un situé au niveau de l'encoche et un autre placé sur la tranche inférieure. Il pourra donc restituer un son en stéréo, un son plutôt bien équilibré d'ailleurs, et qui ne fait pour une fois pas l'impasse sur les basses. Et voici justement une petite démo pour vous chatouiller les oreilles. I can't go fast enough to break free from the bond of
against the rain. Take cover in a bar and run into a friend. When the hard times come closing in, I will be there in the midst of it. Fear not, throughout the year. L'iPhone 17 est livré avec la toute dernière version d'iOS et donc avec iOS 12. Depuis le lancement du téléphone, Apple a également déployé une première mise à jour mineure, iOS 12.1. C'est sur cette version qu'a été faite cette vidéo. Après plusieurs années passées sous Android, je m'attendais franchement à être un peu perdu, mais étrangement, ça n'a pas été le cas. L'interface est plutôt claire, elle reprend de toute manière les codes de toutes les plateformes mobiles du marché, avec cependant un peu moins de flexibilité. iOS peut en effet s'avérer assez psychorigide sur certains points, et le meilleur exemple est sans conteste celui des icônes, puisque la plateforme ne permet pas de disposer les raccourcis n'importe où sur la grille. Ce qui est évidemment dommage pour ceux qui, comme moi, ont l'habitude de placer des icônes sur la partie basse de l'écran afin de pouvoir y accéder plus facilement d'une seule main. Le système de navigation est bien pensé en revanche. Il repose intégralement sur des gestures. Envie de revenir sur l'écran d'accueil après avoir ouvert une application? Il suffira d'effectuer un balayage du bas vers le haut. Et si vous marquez une pause en remontant, alors vous pourrez accéder en un instant aux multitâches. Pour revenir en arrière dans l'application ouverte, un simple balayage latéral à partir de la gauche suffira. Même chose, pour accéder à la recherche, il faudra simplement tirer l'écran vers le bas à partir du milieu. L'outil est d'ailleurs redoutable et il fait la part belle à Siri. Un Siri qui fera automatiquement remonter des raccourcis pointant vers des applications ou des widgets. Si vous accédez à la recherche après avoir manqué un appel, par exemple, alors vous trouverez à cet endroit un bouton permettant d'appeler le numéro associé. Et ça, c'est franchement redoutable. Le centre de notification n'est pas très accessible en revanche. Pour le faire apparaître, il faudra effectuer un balayage du haut vers le bas, mais à partir du coin supérieur gauche de l'écran. Si la zone peut être atteinte sur l'iPhone XS, vous aurez forcément besoin de faire appel à votre seconde main sur l'iPhone XS Max. Quelque chose me dit que Steve Jobs n'aurait pas vraiment apprécié. C'est encore pire pour le centre de contrôle puisqu'il faudra répéter le même geste à partir du coin supérieur droit. Chose impossible d'une seule main avec l'iPhone XS. C'est d'autant plus regrettable que ce fameux centre de contrôle est très pratique. Entièrement personnalisable, il vous donnera en effet un accès direct sur tous les raccourcis rapides, le lecteur multimédia ou même certains outils comme la lampe torche, le réveil ou le dictaphone. 3D Touch fonctionne bien, mais il faut vraiment appuyer fort sur l'écran pour faire apparaître les options contextuelles des raccourcis. La fonction est étonnamment mieux gérée sur les appareils sous Android, et ce alors même que ce dernier ne nécessite aucun capteur particulier pour la proposer. L'écran des widgets ne manque pas d'intérêt. Situé tout à gauche des écrans d'accueil, il est entièrement personnalisable et il rappelle évidemment beaucoup Google Now et toutes les applications du même genre. Comme lui, il sera en effet capable de faire remonter diverses informations en fonction des widgets configurés. Des infos comme l'activité du jour par exemple, les contacts favoris ou même les prochains rendez-vous du calendrier. Face ID est tout bonnement remarquable. Sur ce terrain, Apple a au moins 2 ans d'avance sur ses concurrents. L'identification fonctionne tout le temps et dans n'importe quelle condition lumineuse, même en pleine nuit, c'est pour dire. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que la fonction ne sera pas perturbée si vous portez des écharpes, des bonnets, des lunettes de vue ou même des lunettes de soleil. En revanche, elle aura un peu plus de mal si vous bâillez ou si vous grimacez, ce qui n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisque vos traits seront du coup déformés. Apple Pay m'a aussi fortement marqué. Une fois la fonction configurée, il suffira d'appuyer 2 fois sur le bouton de mise sous tension et de taper sur la carte de notre choix. L'identification se fera en un éclair et nous n'aurons alors plus qu'à placer le téléphone sur le terminal de paiement. Difficile de faire plus simple. Les fonctions propres à la réalité augmentée sont bluffantes aussi, mais elles ne changeront pas votre vie. Alors c'est vrai, faire voler un dragon virtuel au-dessus de la table du salon ne manquera pas de faire son petit effet, mais le fait de devoir tenir son téléphone à bout de bras gâche un peu l'expérience. Je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais pour moi la réalité virtuelle ou augmentée doit se porter au bout du nez. L'une des nouveautés apportées par iOS 12, ce sont les raccourcis. Ces derniers fonctionnent un peu sur le principe d'Automator ou d'IFTT, mais avec une interface plus agréable. En gros, l'application vous permettra de créer des séquences d'actions automatisées pour gagner du temps, des séquences capables de prendre en charge les applications et les fonctions propres à iOS. Grâce à elle, il sera par exemple possible de créer un raccourci pointant vers un numéro de téléphone en particulier, ou même de lancer en un instant le calcul d'un itinéraire menant à votre domicile. Apple a bien fait les choses et la galerie intégrée à l'application permet de dénicher plein de raccourcis très intéressants.
Siri va un peu plus loin lui aussi, il est mieux intégré à la plateforme. L'assistant ne se limitera d'ailleurs pas à la recherche, il pourra aussi afficher des informations ou des raccourcis sur l'écran de verrouillage. Mieux, l'utilisateur aura par ailleurs la possibilité de créer ses propres commandes vocales pour simplifier les échanges avec son assistant. Il suffira de se rendre dans les paramètres et d'aller fouiller dans les raccourcis suggérés du mot Siri et recherche. Là, nous pourrons choisir de nouveaux raccourcis à ajouter à Siri et même définir la phrase clé à utiliser. Alors, que dire de l'iPhone XS? Eh bien, au niveau du design, on n'a pas de grosses surprises, il ressemble beaucoup à son prédécesseur, mais il n'empêche que les finitions sont tout de même remarquables. L'encoche m'a un peu dérangé au début, c'est vrai. Maintenant, elle est justifiée et il suffit d'utiliser Face ID pendant quelques jours pour se rendre compte que finalement, ce fameux notch avait quand même son utilité. L'écran, lui, est complètement dément et on est clairement en présence d'une des meilleures dalles du marché. Même chose pour le processeur qui fait un sans faute. L'autonomie, bien sûr, elle est perfectible, mais elle n'est pas aussi catastrophique que ce que je pensais au premier abord, et au final, on pourra tout de même tenir une journée complète avec une charge. Rien à dire du côté de la photo et de la vidéo, l'iPhone XS excelle dans cet usage, et il s'agit pour moi d'un des meilleurs photophones du marché avec le Pixel 3 XL. La plateforme est un peu rigide, c'est vrai, mais elle est tout de même très accessible, et finalement, on se surprend à prendre rapidement ses marques. Alors maintenant, il y a aussi la question du prix, et là, clairement, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans les années 2008-2009, le prix du haut de gamme tournait autour des 650 €. Maintenant, les constructeurs proposent leur flagship autour des 1000 €, et Apple, lui, a été encore plus loin, en montant à 1100, 1200, 1300 et 1500 € pour certains appareils. Alors à titre de comparaison, il faut savoir que le SMIC en France est évalué à peu près 1480 €. Donc en gros, votre iPhone XS vaut quasiment le prix d'un SMIC, vaut quasiment un mois de salaire. Alors pour moi, c'est complètement aberrant, clairement. Maintenant, l'iPhone a quand même cet avantage de beaucoup moins décoter que ses concurrents. Ce qui veut dire aussi qu'à la revente, vous pourrez récupérer un peu plus d'argent. Là-dessus, le téléphone d'Apple s'en sort même beaucoup mieux que la concurrence. Le meilleur exemple, c'est celui du Galaxy Note 9. À sa sortie, il était proposé autour des 1000 € et maintenant on peut le trouver autour de 650 € chez certains revendeurs, comme eBay par exemple. Alors avec un tel prix de vente, on peut se demander ce qui pousse les gens à acheter des iPhones. Et pour moi, je crois que ça tient en un seul mot, l'écosystème. L'iPhone XS n'est pas seulement un téléphone, c'est une porte d'entrée vers un univers un peu plus large. Un univers où chaque produit arrive à communiquer l'un avec l'autre sans trop de difficultés et sans problème de compatibilité. Et ça, en revanche, c'est évidemment très séduisant. Alors je ne vais pas m'épancher sur la chose dans cette vidéo, on sera amené à en reparler dans mon test de l'Apple Watch Series 4. Mais c'est vrai que cet écosystème, pour moi, c'est vraiment un argument de vente et c'est même l'un des principaux arguments de vente à l'heure actuelle chez Apple. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et sinon, eh bien, on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!